Je m'appelle Denis Demag, je suis gérant d'une petite société qui s'appelle Lou Tiny House, qui œuvre à côté de Lourdes, à Loubajac. Nous proposons à nos clients des petites maisons qui sont sur des remorques, qui s'appellent des tiny house, qui sont principalement mobiles et qui partent dans la France entière, voire même dans l'Europe. L'idée du concept, c'est vraiment de proposer des habitats beaucoup plus écologiques que ce qui peut exister aujourd'hui, construits en ossature bois avec des matériaux biosourcés. La majorité de nos clients aujourd'hui y habitent pour la résidence principale. C'est vraiment une clientèle qui a déjà beaucoup cheminé sur son mode de consommation, ses habitudes de vie, ses achats, et qui veut aller encore un petit peu plus loin et habiter du coup dans un habitat propre, construit le plus écologiquement possible et très peu énergivore. C'est vraiment un choix de vie et une volonté de vivre beaucoup plus proche de la nature. Alors, je travaillais dans une industrie agroalimentaire et puis à un moment donné j'ai vraiment perdu du sens à cette activité-là et j'ai vraiment voulu complètement changer. Donc je suis passé du mode d'industrie à l'artisanat, de l'agroalimentaire au bâtiment, de la grosse structure à la petite entreprise pour aujourd'hui le plus grand des bonheurs. Je crois que l'Église est toujours en marche. Moi, depuis bientôt 60 ans que je suis prêtre, je l'ai vue toujours en marche. Alors c'est une marche qui peut nous affoler parfois, mais je crois que la foi nous fait croire que l'Église ne meurt pas, au contraire, elle revit sans cesse. Et elle est capable de revivre. Maintenant, pas à la manière dont je l'attends, dont nous pouvons l'attendre, mais il y a quand même l'esprit. L'esprit fait son travail. Et les gens qui sont mus par l'esprit, on ne les attend pas forcément, mais c'est cela qui arrive, bien souvent. Il faut être ouvert à tout. Et les gens qui viennent à l'église ou qui n'y viennent pas, attendent toujours quelque chose. Je crois qu'on n'est pas là uniquement pour le dimanche. Ce que vivent les gens, on essaie de vivre avec eux. Participer avec eux, des fois participer au chant, participer quelquefois aussi à les associations d'agriculteurs, d'artisans, enfin tout ce qui peut se faire, tout ce qui donne un peu de vie, on y est proche. On parle déjà de l'Église et de semeurs d'espérance, prêtres, laïcs, diacres, prêtres venus de pays différents, qui sont aujourd'hui dans nos diocèses, on doit laïcs au nom de leur baptême. On doit aujourd'hui développer, comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans ce rural. Et lui donner vie, lui donner une espérance. C'est ça, je crois, l'Église en marche, avec comme soubassement l'Évangile et puis Laudato Si. Je suis Ange Mur, un maire du rural, du village de Jarrette, 320 habitants. J'aime beaucoup d'être sur le terrain. Et ce que j'aime bien, c'est aller vers toute cette population. L'Église est ce qui doit amener la vie, c'est ce qui doit amener la joie de vivre, ce qui doit amener le dynamisme, ce qui doit amener l'espérance. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir être avec ceux qui sont en périphérie, qui viennent nous rencontrer. Heureusement, il y a encore de la pratique chez nous, le dimanche, même si on a beaucoup plus de personnes âgées que de jeunes. Le monde rural est un monde plein d'espoir, pour lesquels les choses, le travail ne fait pas peur, mais qui ne tombent pas longtemps dans le défaitisme ou autre. C'est des entrepreneurs. Ils font beaucoup de choses et beaucoup d'expériences. Ils n'ont pas peur de se lancer. Eh bien, ils sont guidés aussi par cette joie de l'Évangile et par cette façon de vivre que prône l'Évangile. Cette façon de vivre qu'on a l'Évangile, c'est finalement
pouvoir s'entraider, s'aimer et tout ça. C'est des valeurs qu'ils vivent au quotidien, qui sont porteuses justement de bonne entente, de dynamisme et d'espérance. Et c'est ce qu'on essaye de vivre nous dans le coin. Je m'appelle Jean-Louis Banès, donc j'habite ici même dans ce village de Campuzan, dans les Coteaux, et je suis également enseignant sur Tarbes, dans un lycée, et puis également à l'IUT de Tarbes. Alors récemment, nous avons vécu ici même, dans cette commune Campuzan, une journée un peu particulière, puisque nous avons voulu marquer la rénovation de croix, les croix du village. Et pour marquer cette rénovation, en fait, on avait organisé une journée spirituelle, puisqu'il y avait une bénédiction avec Monseigneur Mika. Il y avait une Eucharistie qui a été célébrée dans cette petite église. Et puis aussi, il y avait des spectacles, des repas, des temps d'animation. Une chorale basque qui est venue, et dans les spectacles, il y avait des troupes de reconstitution historique. Alors en fait, ça peut paraître un peu éclectique tout cela, mais l'idée c'était en fait de proposer une église ouverte qui tient compte du patrimoine, qui tient compte aussi de l'histoire locale. Je suis Quentin Mercier, animateur à la CE de Maubourguet. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter donc, le partenariat ACE et Secours catholique à Maubourguet. Au niveau du Secours catholique, on a donc un ensemble de bénévoles à Maubourguet qui luttent donc, contre la précarité dans notre monde rural. Au niveau de notre rapprochement, tout en gardant notre spécificité, on s'est rapproché en 2010. L'ACE de son côté, elle est dans l'intérêt de l'enfant, tandis que pour le Secours catholique, c'est l'être humain, l'intérêt. Nos valeurs communes elles vont se fonder donc sur l'accueil, le respect, favoriser l'émergence des talents dans toutes les personnes, quelle que soit leur origine, leur confession ou encore leur croyance. Nos missions donc reposent sur les valeurs de l'Évangile et sur les pas de Jésus-Christ. Jean-Luc Mongiovanni, donc je suis agriculteur à Sariac-Bigorre sur une exploitation de 80 hectares avec un élevage de canards en prêt à gaver et un élevage en circuit court de poulets en vente directe. Une exploitation en culture en bio, culture maïs, soja, tournesol, colza, fèves-rolles, blé, donc diversifié. Je suis en bio depuis 2008 et je suis en culture agroécologique, enfin conservation des sols depuis les années 2000. Mon objectif était créer un sol meilleur que celui que j'ai reçu. Travailler avec un sol qui n'est plus qu'un support mais qui est aussi un acteur. Ce que j'espère, c'est continuer dans l'agriculture biologique, s'améliorer, mais qu'il y ait aussi une reconnaissance de la société et des pouvoirs publics cette agriculture-là et qu'elle soit accessible à tout le monde, à tous les consommateurs. Et puis mon désir c'est aussi de transmettre cette exploitation pour qu'elle continue ce projet et demain pouvoir continuer cette mission. Je m'appelle Michel Laglaise, j'habite à Saint-Tous. Il y a 25 ans, j'ai créé une CUMA, une coopérative d'utilisation de matériel agricole, sur 3 villages. Avec aujourd'hui, il y a 42 adhérents sur 1800 hectares. Nous avons mis tout le foncier et le matériel en commun. Presque plus aucune exploitation a des charges de mécanisation. Tout ça pour pouvoir rendre l'agriculture économiquement viable, parce qu'aujourd'hui ce qui nous pèse beaucoup c'est la mécanisation, et se donner une bonne conscience, puisque depuis 20 ans nous sommes en agriculture agroécologique, c'est-à-dire que nous préservons la totalité de nos parcelles sans labour, avec des couverts végétaux, le maximum qu'on puisse faire pour notre belle nature, pour préserver un environnement fiable pour nos jeunes agriculteurs. Et j'espère que demain, il viendra des agriculteurs nous remplacer dans le même esprit. Mais ça devra se trouver. Merci. Je m'appelle Yves Cassagnier, je suis agriculteur sur 90 hectares dans les Hautes-Pyrénées à Ibos, près de Tarbes. J'ai une exploitation bio avec un élevage de porcs en naisseurs-engraisseurs, une dizaine de truies. Tous les porcs sont vendus soit en direct à des clients fidèles, soit sur la boucherie que l'on a repris avec 2 associés depuis l'année 2020
sur le marché de Bagnères. Je suis passé en bio en 2015 parce que ça correspondait plus à ma personnalité et à ma façon de voir l'agriculture. J'avais l'impression, quand le technicien venait, de voir mon médecin qui me faisait une ordonnance. J'ai 58 ans maintenant, j'ai mon fils qui est revenu sur l'exploitation, qui s'est installé avec moi depuis 2023. Et notre idée, son idée particulière, c'est de développer la partie céréales, vente de céréales en direct, ainsi que le fourrage et la paille pour les éleveurs du Piémont pyrénéen. Je suis Guy Doléac, président de la SAS Agrogaz, qui est un collectif de 60 agriculteurs qui se sont engagés dans un projet de méthanisation agricole avec des objectifs de production d'énergie renouvelable à partir des fumiers et lisiers produits sur les élevages des 60 agriculteurs. Ce collectif a démarré la production d'énergie renouvelable en 2022. Il est aujourd'hui en montée en charge pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé de production de 310 normomètres cubes de biogaz qui est injecté dans le réseau de Tarbes. Je suis Valérie Souler, je suis en charge au niveau d'Agrogaz de faire fonctionner l'unité de méthanisation. Ce qui est aussi essentiel dans le projet d'Agrogaz, c'est que le digestat qui est produit, il est géré de façon à respecter les règles environnementales, mais aussi dans un souci d'apport optimum pour la plante, pour ce qui est produit pour nourrir l'homme ou l'animal. Ce projet a pour objectif donc, de produire l'énergie renouvelable, mais également de répondre à toutes les problématiques liées à l'agriculture et liées à l'élevage, et à la demande sociétale de production d'énergie, de préservation de l'environnement et de limitation du réchauffement climatique. J'ai le plaisir de travailler dans le polyhandicap. Voilà, c'est un métier passionnant et j'ai vécu la période Covid comme tant d'autres avec beaucoup de rudesse. Mais à travers tous ces événements, j'ai quand même, je me suis rendu compte de la beauté de ce métier, de la richesse de ce métier, de tout ce que je pouvais apporter encore et ça m'a donné l'impulsion pour justement créer un atelier catéchèse auprès des personnes polyhandicapées. Après cette pandémie et ces difficultés que nous avons traversées, j'ai pris conscience davantage de la vie, de la mort. Et avec le métier que je fais de surveillante de nuit, j'ai pris conscience d'aller vers l'essentiel. Donc c'est aider ces jeunes fragiles et ces adultes fragiles. Je travaille à la DAPI depuis 1987, bien exactement. Et jusqu'alors j'ai été AMP, aide médico-psychologique pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et en 2021, j'ai demandé un poste d'animatrice bien-être auprès des personnes polyhandicapées. Je suis à la DAPI depuis 1983 et de 1983 à 1993 j'ai fait le jour et de 1993 à maintenant eh bien, je fais les nuits, je suis surveillante de nuit. Après Covid, j'ai eu envie de, je sais pas, j'ai été portée par peut-être l'Esprit Saint. Voilà, je me suis dit la catéchèse a eu existé il y a des années et j'ai eu envie de remettre ça en place parce qu'eux aussi ont droit à tout ça. Pourquoi pas eux? Voilà. Après, ça n'a pas été sans difficulté. Je me suis un peu battue pour ça, mais heureuse d'y être à peu près arrivée, quoi. Et voilà, ça évolue et il y a beaucoup d'enthousiasme finalement de la part des résidents, mais aussi des collègues. Voilà. Le handicap, c'est très spécial. Un monde à part. Semer la vie, parce qu'on est semeur de changements, c'est semer davantage de vie, leur apporter beaucoup de confort et voilà, être présente aussi. Si j'ai un conseil à donner aux jeunes d'aujourd'hui, c'est un métier passionnant, c'est tout ce que je pourrais leur dire et qu'ils peuvent y aller, quoi. C'est le plus beau métier du monde, voilà, ce qui me concerne. Et il faut beaucoup d'énergie, il faut beaucoup d'empathie, comme a dit Régine.
Il faut beaucoup d'amour, quoi, même si on doit rester professionnel, comme on nous dit, très technique. Oui, il faut de la technique, bien sûr, mais il faut aussi toutes ces qualités humaines. Ça peut toucher tout le monde, le handicap. On peut avoir des accidents de la vie, des AVC, des accidents de la vie quotidienne, de la route, et ça peut toucher tout le monde. On est tous dans le même bateau, quelque part. Je suis Ange Mur, un maire du rural, du village de Jarret, 320 habitants. Ce qui est, je crois, les poumons et les oxygènes de nos petits villages, c'est les associations. C'est les associations qui impulsent cette dynamique et cette solidarité entre les générations. On avait créé tout simplement l'ADMR, on a créé en tout 7 associations. Ça nous a permis de faire plein de choses, de créer une vingtaine de logements sociaux. On a donné priorité à des jeunes, à des enfants. Ça nous a permis d'ouvrir une crèche, une micro-crèche, d'y associer un espace de 6 logements qu'on appelle l'habitat inclusif, et à côté d'avoir une animatrice pour vivre des animations. Je suis Bernadette Verdier, je suis la vice-présidente de l'association Habitat et Humanisme Pyrénées-Adour et plus spécifiquement déléguée sur l'antenne Bigorre. Habitat et Humanisme, c'est un mouvement national associatif. Notre mission est de loger et d'accompagner des personnes en grande difficulté et de lutter contre le mal logement. À ce titre, sur Pyrénées-Adour, nous avons un projet immobilier sur Tarbes avec une résidence intergénérationnelle de 15 logements et une pension de famille de 20 logements. Ce projet immobilier devrait voir son arrivée dans le second semestre 2024. C'est une grande réalisation pour l'équipe Bigorre et pour les bénévoles sur place. Je travaille à la DAPI depuis 1987, bien exactement. Et jusqu'alors, j'ai été AMP, aide médico-psychologique, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et en 2021, j'ai demandé un poste d'animatrice bien-être auprès des personnes polyhandicapées. Je suis à la DAPI depuis 1983. Et de 83 à 93, j'ai fait le jour. Et de 93 à maintenant, eh bien, je fais les nuits, je suis surveillante de nuit. Après Covid, j'ai eu envie de, je sais pas, j'ai été portée par peut-être l'Esprit Saint. Voilà, je me suis dit, la catéchèse a eu existé il y a des années, et j'ai eu envie de remettre ça en place, parce qu'eux aussi ont droit voilà, à tout ça. Pourquoi pas eux? Voilà. Après, ça n'a pas été sans difficulté, je me suis un peu battue pour ça. Mais heureuse d'y être à peu près arrivée, quoi. Et voilà, ça évolue et il y a beaucoup d'enthousiasme finalement, de la part des résidents, mais aussi des collègues. Voilà. Le handicap, c'est très spécial. Un monde à part. Semer la vie, parce qu'on est semeur de changements, c'est semer davantage de vie, de leur apporter beaucoup de confort et voilà, et être présente aussi. Il faut beaucoup d'amour, quoi, même si on doit rester professionnel, comme on nous dit, très technique. Oui, il faut de la technique, bien sûr, mais il faut aussi toutes ces qualités humaines. Ça peut toucher tout le monde, le handicap. On peut avoir des accidents de la vie, des AVC, des accidents de la vie quotidienne, de la route, et ça peut toucher tout le monde. On est tous dans le même bateau, quelque part.
donc la première question, ça concerne l'eau. Donc voilà, donc aujourd'hui l'eau c'est la crise. Donc cette agriculture dépense beaucoup d'eau. Et donc que faire pour mieux partager l'eau? Je ne sais pas qui c'est qui veut s'y Qui va vouloir s'y coller? Oui, vaste sujet. Alors bonjour à toutes et à tous. Effectivement, pour l'eau, au niveau du conseil régional, j'ai en charge une partie de ce sujet, de la gestion de l'eau. Michel connaît bien, et Guy aussi, la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne qui gère l'eau. Il faut quand même que vous sachiez une chose, que l'eau, ça se gère à l'échelle d'un bassin. Elle ne remonte pas l'eau, hein. Elle descend. Adour-Garonne, c'est-à-dire Toulouse-Bordeaux. C'est un secteur très large, qui voit sa population croître de 42 000 habitants tous les ans. Parce que l'eau, ce n'est pas que l'agriculture, là. Il faut qu'on reparle de tout ça. Ce qu'on nous dit, à dire d'experts, ce n'est pas moi qui le dis, c'est 1,2 milliard de mètres cubes vont manquer en 2050. Moi, en 2050, j'aurai les genoux à l'aise, je pense. Ça fait du chemin. Mais bon, mais d'ici là, il faut préparer cela. Alors, quelles sont les possibilités? Aujourd'hui, il manquerait 200 millions de mètres cubes dans cette zone-là. Les retenues existantes, on peut les rehausser, c'est-à-dire que le temps est à l'action. Il faut agir. Il faut la retenir l'hiver pour la lâcher l'été. Je sais que tout le monde ne partage pas cet avis, mais heureusement qu'il y a eu des gens qui sont passés avant nous, qui ont réalisé les barrages hydroélectriques dont on dépend. Là, par exemple, ils sont en train de lâcher de l'eau dans la Garonne. Il n'y a pas d'irrigation, hein, c'est terminé depuis longtemps. Mais pour lessiver Toulouse, avoir les stations, garder un débit dans la rivière de la Garonne, on se sert de ces ouvrages. Le canal de la Neste, Napoléon III. Philippe Lamour, de l'autre côté de la région, qui a fait un canal, Aqua Domitias, c'est pour amener l'eau du Rhône jusqu'à Béziers. On est dans une zone semi-désertique. Voilà, donc il y a tous ces sujets. Alors, les retenues peuvent être rehaussées, celles qui existent, pour le faire assez vite. 300 millions de mètres cubes. Les solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire la restauration des zones humides, 150 millions. Les économies que nous sommes censés de réaliser chacun d'entre nous, également 150 millions. Là, on fait la moitié du chemin. Pour le reste, il faut... Alors, quand je parle des solutions fondées sur la nature, mais on y reviendra parce que ce matin, vous avez abordé beaucoup de thèmes. De l'alimentation, la souveraineté alimentaire. Il y a aussi l'enjeu des prairies. Conserver les prairies, c'est celles qui filtrent l'eau, qui la retiennent également, et qui dit prairie dit élevage. Il faut à tout prix, imaginez-vous des zones comme celle-ci, là, enfin, comme les Pyrénées en général, s'il n'y a pas l'élevage, qu'est-ce qui se passe? C'est justement ces zones-là qui fournissent le cadre à l'activité touristique, qui est un des premiers vecteurs de l'économie de notre région. Mais on a besoin des hommes, des femmes et des animaux dans ces zones-là. Alors l'eau, c'est vraiment un sujet auquel on a beaucoup investi dans les routes, dans les nouvelles technologies, mais je crois qu'il y a plusieurs années et là, il faut agir pour la qualité de l'eau, mais également la quantité. C'est un sujet qui doit occuper beaucoup de monde. Et vous avez évoqué le partage de l'eau. Évidemment, le partage de l'eau, c'est quand on peut, c'est-à-dire quand il y a un réservoir et qu'on le partage, il y a des tours d'eau pour ceux qui irriguent, il y a les industriels qui peuvent prélever, et puis aussi c'est un concept de l'eau multi-usage. En gros, c'est des barrages hydroélectriques, elle fournit de l'énergie renouvelable, décarbonée, puis après elle va dans la rivière, elle participe à la vie halieutique. Elle, notamment aussi pour épurer. On ne sait pas épurer si on ne dilue pas avant. Voilà, et puis à toute fin, bien entendu, quand on parle de souveraineté alimentaire, et là je me fais quelques soucis, je ne suis pas sûr que dans plusieurs années, si on continue dans la pente sur laquelle, je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure, mais quand je regarde les chiffres, 50% de la viande de poulet qui est consommée, est importé, 45% des fruits et légumes. Pour la viande bovine, on voit que les quantités continuent à croître.
Et bon, après, on va voir les substituts, la viande d'éprouvette, la viande du végétal. Il ne faut pas appeler viande. Ma grand-mère, elle appelait ça un mesturette. C'était un produit non identifié, mais bon, bref. Voilà. Et c'est ces sujets-là que... Alors, et l'eau, elle est à la base de tout cela. En tant que conseiller communautaire à la communauté d'agglomération de Tarbes-Lourdes-Pyrénées, je fais partie du projet, du groupe qui est en train de mettre en place le SCOT. Alors le SCOT, je ne sais pas si vous savez exactement ce que c'est. C'est le schéma de cohérence territoriale. En fait, c'est un document qui est à grande échelle et qui, en deux mots, aujourd'hui, il faut qu'on décide de ce que sera demain, mais dans 20 ans. Ce que nous voulons. Donc, il y a des enjeux vraiment énormes. Alors, sur l'eau, mais sur tout un tas d'autres choses. Mais aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'eau et de l'environnement. On appelle ça la trame bleue. C'est toute la trame bleue, il y a la trame bleue, la trame verte. Alors, c'est paradoxal parce que je vous parle de ça, je suis daltonien. Et il y a la trame noire également aujourd'hui et la trame marine. Alors, celle-là ne nous concerne pas forcément puisque c'est ce qui constitue la trame qui est le long des côtes en bord de mer et qui fait la liaison entre la mer et le terrestre. En fait, toutes les espèces, alors que ce soit végétales, animales, qui vont d'un côté à l'autre. La trame bleue, ce qui prend en compte toutes les rivières, qui prend en compte toutes les zones humides également, et qui, c'est des cheminements continus qui permettent aux animaux de pouvoir circuler, à la végétation également de pouvoir circuler et voilà. Donc au niveau de l'agglo, c'est vrai que l'eau, ça pose un problème. On était très inquiets en début d'année et puis finalement on a eu un printemps qui n'a pas été du tout terrible, donc qui a permis de remonter les nappes phréatiques. Mais on était au mois de février, aux mesures qu'on a eues l'an dernier au mois de juin. Donc on était déjà très bas au niveau des nappes phréatiques. C'est remonté, tant mieux, peut-être grâce également aux ressources qu'il y avait par en haut. Ce n'était pas forcément à cause de la neige cette année, parce qu'il n'y en a pas eu non plus. On est pourtant dans un département qui est privilégié. Alors, Jean-Louis parlait de la région, et je vais parler un peu plus du département ici. Et donc, c'est vrai que nous, on a distribué, alors je ne sais pas si vous êtes tous du coin. Oui. On va demander, ceux qui sont du département, vous pouvez lever la main? Oh, il y en a quand même une majorité. Pas mal, quand même. Ouais. Ceux qui sont de l'agglo? De l'agglo? Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Ah. Donc vous avez dû recevoir ce petit document. C'est un document qui est très simple, qui explique ce qu'est la ressource en eau et puis quelques bons gestes pour justement économiser l'eau afin que chacun prenne conscience des petits gestes qu'on peut faire tous les jours, mais qui vont permettre de préserver la quantité et la qualité de l'eau que nous avons ici dans la région. Dans les Hautes-Pyrénées, notamment dans la vallée de l'Adour et les autres vallées du département, toutes les agricultures sur des exploitations qui sont petites et moyennes, on a besoin d'eau pour aller chercher de la valeur ajoutée, avoir une assurance pour récolter à nos cultures. Et en bio, on a aussi besoin d'eau parce qu'en bio, on a besoin de faire des rotations. On doit alterner culture d'été et culture d'hiver. Et si on n'arrive pas à faire des cultures d'été irriguées, ça ne nous paye pas les cultures d'hiver qui produisent nettement moins. En plus de ça, si on veut capter du carbone pour faire des engrais verts, il faut qu'on puisse arroser. Il nous faut de l'eau pour que la plante produise du carbone et qu'on puisse le fixer dans les sols. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre département, si on compte que sur de l'agriculture pluviale, ça ressemblera au Lauragais où il y a des exploitations de 400, 500 000 hectares. Mais ça ne ressemblera plus à nos petites et moyennes exploitations
départementale, quoi. Et en changeant de pratique, comme je l'ai fait, j'ai réussi à économiser un peu d'eau. Déjà, d'une part, en faisant des rotations, en introduisant des cultures diverses sur mon exploitation, et aussi parce que je ne laboure pas, je fais des engrais verts, en améliorant la structure de mon sol. Mais je ne vais pas au-delà de 20-30% d'économie d'eau, ce qui est déjà pas mal. Mais c'est très difficile d'aller au-delà. Vous pouvez nous dire, mais ces postures-là, on les connaît. Les lacs, hein, moi je suis maire d'une petite commune du 64, ça fait 30 ans qu'on a fait une retenue, hein, c'est le lac du Louette, avant le lac du Gabas. Et qu'est-ce qui a changé depuis 30 ans? Ce qui a changé depuis 30 ans, c'est que maintenant, alors on a eu la chance à plusieurs à se retrouver à Crescendo cette semaine avec la DDT pour discuter d'enjeux de transition agroécologique. On a eu Véronique Mabru qui travaille à la Chambre d'agriculture, qui est directrice de l'Agence de l'eau sur Pau, qui nous a rappelé un certain nombre de choses, notamment une chose, c'est que maintenant, et vous avez bien compris avec les intervenants, que les retenues d'eau, elles étaient logiques, il faut se le dire. Quand vous voyez les précipitations qu'on a, on a des pics de précipitations. Pour l'instant, les sommes de précipitations sur quelques années sont constantes. Elles ne sont pas en diminution. Par contre, la fréquence des précipitations sont variables. On va avoir des gros épisodes pluvieux et des épisodes de sécheresse. Et en fait, et ça Michel l'a bien dit, si à un moment donné on ne retient pas l'eau avant qu'elle arrive à l'océan, on la perd et elle ne revient plus. Donc en fait, tout le monde agricole, depuis l'Antiquité, a été un travail de gestion de la fréquence de l'eau. On retient quand il y en a beaucoup, on relargue quand il y en a beaucoup. 50% de l'eau qu'il y a dans les lacs, c'est d'abord pour soutenir l'étiage, pour soutenir les rivières. S'il n'y a plus d'eau dans les rivières, les poissons, toute la biodiversité disparaît. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Parce que j'ai un peu peur, quand j'entends Michel et Jean-Louis, que vous ayez l'impression qu'on est encore dans un monde agricole consommateur d'eau. On n'est pas dans cette logique-là. La deuxième chose, qu'est-ce qui a changé? C'est que maintenant, toute retenue d'eau doit se faire avec un plan d'économie d'eau en parallèle. Ça, c'est le syndrome Sivens. Alors, on va se le dire, Sivens, ça a été un gros coup médiatique. C'est-à-dire que écologiquement, Sivens n'avait pas d'intérêt écologique, de haute valeur écologique. D'accord? Donc ça a été médiatique. Je le dis facilement, parce que s'il fallait refaire le lac du Louette sur Pont-Son-de-Batte, Montanet et Esconnette, à l'heure actuelle, on ne le ferait pas, parce qu'écologiquement, on avait des tourbières qui étaient à haute valeur écologique. Et donc là, pour faire une nouvelle retenue d'eau, en fait, on demande, là on fait de la concertation avec toutes les parties prenantes pour se mettre d'accord de OK pour la retenue d'eau et à quelles conditions on la fait. C'est ça qui a beaucoup changé. Donc on ne peut pas nous taxer, nous le monde agricole, de dire on s'accapare l'eau et c'est que pour nous et c'est pas pour les autres. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. La deuxième chose, Jean-Luc l'a dit, on a des techniques agricoles qui permettent d'économiser l'eau. Il y a des plantes qui sont moins consommatrices d'eau que d'autres. Il y a des plantes qui sont moins consommatrices d'eau, qui sont très consommatrices d'eau, mais qui peuvent consommer l'eau à un moment où on n'a pas envie. Le blé consomme moins d'eau, plus d'eau que le maïs. Alors ça, il faut casser un peu les idées. Le problème, c'est que le blé, en général et jusqu'à maintenant, en fait, il poussait quand il y avait beaucoup d'eau. Sauf que cette année, l'an dernier, pas cette année, l'an dernier, il y a des agriculteurs qui ont commencé à irriguer du blé. Ça, c'est une aberration. Le maïs est peu consommateur d'eau, sauf qu'il le consomme au moment où on en a un peu tous besoin, quoi. Donc le tournesol, par exemple, est beaucoup moins consommateur d'eau. Et la crise en Ukraine a permis que le tournesol devenait rentable parce qu'on nous l'achetait à un bon prix. C'est ça aussi qu'il faut se dire, hein. C'est qu'en fonction de ce que le prix du marché nous donne, on va faire telle ou telle culture. Si on ne nous achète pas nos produits, l'agriculture se portera mal, quoi. Et le dernier point que je voulais aborder, Jean-Louis l'a abordé, c'est par rapport à l'élevage. Alors le discours que moi je vais vous tenir, c'est la polyculture élevage, c'est la méthode agroécologique la plus robuste dans le temps. Et ce que nos anciens savaient faire, tout simplement parce que les déjections animales, le fumier, remis dans le sol, permet de restructurer les sols, Jean-Luc l'a dit, et permet de garder plus facilement l'eau. La capacité de réserve utile du sol est bien meilleure quand on l'abonde en fumier, un peu moins en lisier et beaucoup moins en engrais chimiques. Et donc ça, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et moi, il n'y a qu'une question, et je m'arrêterai là. Imaginez, alors on va rester dans les Hautes-Pyrénées, imaginez les Hautes-Pyrénées sans ruminants, c'est-à-dire des vaches, des chèvres et des brebis. Imaginez, qui ne sont pas concurrents de l'homme du tout, contrairement aux cochons ou à la volaille, où ils mangent ce qu'on mange. Donc c'est ce que je dis aux véganes.
d'accord? Et je ne suis pas un carnassier fou furieux. Hein. Imaginez un monde sans ruminants. On a eu un très beau témoignage ce matin sur la carte sécurité sociale alimentaire. Et donc, parmi les gens qui sont passés, ils sont intéressés. Et ils voulaient savoir qui avait participé à son élaboration. Alors, je ne sais pas si les gens sont là, de Barthomé. Oui, voilà. Et quels sont les critères de la mise en place? Et est-ce qu'on pourrait reproduire ce schéma, puisqu'on a des élus là ici autour de la table, dans le territoire des Hautes-Pyrénées? Parce qu'en fait, la carte de sécurité sociale alimentaire, c'est dans le même schéma que la carte de sécurité sociale, à part que là, quand les gens auront sur leur carte, non mais c'est un schéma là pour l'instant. Quand ils auront leur carte, tout le monde sera invité à donner par exemple 150 €, que vous soyez riche ou que vous soyez pauvre. Après, si vous êtes dans la grande précarité, vous ne donnerez pas 150 €. Mais ça ne se saura pas. En attendant, vous pourrez dépenser 150 €. Mais alors attention, chez des producteurs ou des agriculteurs qui auront été sélectionnés justement par rapport à des valeurs environnementales, durables, on n'ira pas acheter des bonbons avec non, voilà, voilà, c'est ça. Et donc là, aujourd'hui, vous êtes dans la phase, parce que moi j'y vais plus, là, ces réunions, ça fait beaucoup, dans la phase de rencontrer des épiceries et des agriculteurs. Du coup, on vient de la région de Toulouse, on est à peu près à combien de kilomètres? À 10 km de Toulouse. Et ça, Castanet, hein? À Castanet. Castanet ou Ramonville. C'est plutôt Ramonville qui a lancé ce projet. Et nous, comme Barthomé fait partie et installé sur la commune de Castanet. Barthomé qui est un collectif, hein, c'est ça enfin, je vais pas dire. C'est pas une association, je sais. C'est pas un collectif, c'est un service de paroisse, tout simplement. Service de paroisse. Du coup, on a été invité à la création de cette... Tiens-le-moi, parce que sinon je ne vais pas y arriver. J'ai perdu le fil. On a été invité à la création de cette caisse qui est en train de prendre forme maintenant et on est en train de commencer à démarcher les agriculteurs qui pourraient être intéressés à faire partie de cette convention. En fait, la carte de sécurité sociale, comme je vous disais, le gouvernement le retient dans le plan d'alimentation national. Et donc après, au niveau local, par exemple, nous, dans notre secteur, c'est déjà repris par l'institution. Mais alors, pardonnez-moi, mais dans l'institution, est-ce que la parole des plus pauvres va vraiment être prise en compte? C'est pas certain. C'est un peu le combat que vous menez là. Voilà. Alors que là, dans cette dynamique-là, ce sont des ingénieurs de l'INRA qui lancent ce projet et eux tiennent particulièrement à ce que les gens de la galère s'expriment et que leurs idées soient retenues. C'est ça qui est intéressant. D'accord. Mais on en est encore au projet, quoi. C'est pas encore... Ah oui. Dans la région de Montpellier, ils sont beaucoup plus en avance et Janine a été appelée d'ailleurs à y participer. En tant qu'agriculteur bio, ce que je trouve insupportable, c'est de produire une alimentation qui n'est pas pour tout le monde. Et la sécurité sociale de l'alimentation, c'est peut-être une solution pour que tout le monde puisse demain consommer du bio. Donc je trouve que le projet est intéressant. Moi, j'ai retenu acheter à manger quelque chose de bon, bio, pourquoi pas, et enfin, se faire plaisir. C'est surtout ça, quoi, que de manger mal, et tout ça. Et c'est pour ça que nous, on est très engagés à Toulouse, plutôt tant qu'au Montpellier. Je vais commencer par quelque chose de tout neuf que nous avons eu par notre directeur général mercredi à Paris. L'enseignement agricole, depuis 40 ans, on a 5 missions classiques. La formation, l'insertion, l'animation et le développement, la recherche et le développement et la coopération internationale. Et là, on nous crée, le ministre Fesneau nous crée une 6e mission à deux, j'ai envie de dire, à deux branches. La première branche, c'est assurer les emplois de demain par rapport à la souveraineté alimentaire. Jean-Louis Cazobon en a largement parlé. On psychote tous par rapport à la souveraineté alimentaire. 40% des agriculteurs partent à la retraite d'ici 10 ans.
Je vous rassure, dans le département des Hautes-Pyrénées, en recrutement des élèves par rapport aux filières agricoles. Le lycée agricole de Vic, ce n'est pas que de l'agriculture. Hein. Il y a de la forêt, il y a de la nature, il y a l'enseignement général et technologique. Par rapport à la filière agricole, l'an dernier, par exemple, on a eu 49 demandes de rentrée en seconde pro-agri. Sur ces 49 gamins, on en a pris 45. Sur ces 45, il y en a 75% qui ne sont pas issus du milieu agricole. D'accord ? Comme je dis un peu trivialement, si on attend après les agriculteurs pour qu'ils se reproduisent, on va attendre longtemps. Heureusement qu'il y en a d'autres qui viennent de l'extérieur. J'apprenais quand j'avais leur âge à 15 ans qu'on était 9% de la population active agricole et qu'en Angleterre, il y en avait 2%. On y est aux 2%. D'accord ? Donc tout le travail qu'il y a à faire dans les 10 ans, c'est le changement de génération et c'est d'aller chercher des jeunes qui ne sont pas issus directement du milieu agricole, mais qui ont envie de travailler en milieu agricole. Ça, c'est la première chose. Le deuxième levier, c'est d'assurer de monter en connaissance et en compétence dans la transition agroécologique et climatique. Voilà. Donc ça avait écrit dans la loi. En général, la loi a toujours un peu de retard par rapport aux pratiques, puisqu'avec le ministre Le Foll, il a fait un grand... Alors, l'agriculture durable, on appelait pas ça l'agroécologie dans les années 90, on appelait ça l'agriculture durable, et il y avait des plans de développement de l'agriculture durable déjà il y a 30 ans. On a trouvé que ce n'était pas suffisant dans l'enseignement agricole, donc ça a continué à monter en compétences et le ministre Le Foll a accéléré pour que le terme transition agroécologique soit mis dans tous les programmes. Donc tous les programmes ont été rénovés pour pouvoir l'intégrer. Donc ça, c'est important à avoir en tête. Par rapport à ça, le CAP, on le connaît. Les techniques, on les connaît. Pas toutes, mais on en connaît. On en a parlé tout à l'heure. Par rapport aux enjeux de l'eau, par rapport aux enjeux de l'énergie, par rapport aux enjeux de l'alimentation saine et par rapport aux enjeux de la biodiversité. Au niveau du lycée agricole de Vic-en-Bigorre, à mon niveau, mon problème, il est quasi unique. C'est de refaire comprendre aux jeunes tout l'intérêt de l'approche systémique, de l'approche de la complexité, et ne pas laisser les forestiers tout seuls dans leur coin, les agriculteurs tout seuls dans leur coin, et dans les agriculteurs, les cultivateurs tout seuls dans leur coin, les éleveurs tout seuls dans leur coin, les naturalistes tout seuls dans leur coin. C'est bien de mailler et de les faire travailler ensemble. Parce que quand on est sur le terrain, quand vous êtes sur le terrain, vous voyez des espaces agricoles, vous voyez des espaces pastoraux, vous voyez des espaces forestiers, vous voyez des espaces naturels. Vous ne les cloisonnez pas. Et c'est l'intégration de tout ça qui permet d'assurer la transition agroécologique. Donc, premier élément de réponse, la polyculture élevage, c'est fondamental. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'observation du vivant pour pouvoir intervenir comme il faut d'un point de vue mécanique, d'un point de vue chimique. On ne va pas se raconter d'histoire. Heureusement qu'à un moment donné, on peut avoir de la chimie. Je fais un rapide grand écart. Les punaises de lit qu'on entend là à Tour-Larigot, je ne pense pas qu'on va y arriver en les écrasant une par une. À un moment donné, la chimie va nous aider. C'est comme les antibiotiques. Les antibiotiques, ce n'est pas automatique, mais on est très content à un moment donné de pouvoir compter sur eux pour ne pas passer l'arme à gauche. Donc, nous, dans l'enseignement agricole, l'objectif, c'est de réapprendre la complexité aux jeunes et pas d'en faire des mécaniciens et des automates. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de pouvoir en faire des gestionnaires du vivant pour qu'ils soient très observateurs et d'intervenir avec les bons outils au bon moment et pas systématiquement. C'est vrai sur l'eau. L'eau, on n'intervient pas 40 mm d'eau toutes les 3 semaines systématiquement. C'est pas vrai. On ne le fait que quand on en a besoin. Les produits phytosanitaires, on ne traite pas systématiquement aux produits phytosanitaires. On le fait que quand on a besoin. Donc ça, il faut arriver à le faire. Et le troisième point, cette complexité-là, c'est notamment le jeu entre l'arbre et l'agriculture. Jean-Louis en a parlé. On le sait maintenant, c'est-à-dire que quand vous avez un maillage arboré suffisant, vous avez de l'évapotranspiration qui fait baisser la température du sol. C'est pas compliqué. Quand vous êtes en ville, les îlots de chaleur, ils l'ont très bien fait, ça. Si vous êtes sur le goudron, vous êtes à plus de 50 degrés. Dès que vous êtes sous l'arbre, alors que vous avez un climat à 35 degrés, dès que vous êtes sous l'arbre, vous êtes à 27 degrés. Donc ça, on le sait. En agriculture, c'est exactement pareil. Et je peux vous dire, maintenant, pour finir là-dessus, parce que ça pourrait prendre beaucoup plus de temps, que maintenant, c'est comment notre public qui est inséré, qui veut se mettre dans l'agriculture, on arrive à déconstruire ce qu'ils peuvent avoir en tête, ce que les parents, il ne faut pas se le cacher, ce que les parents ont pu leur donner. Je vous prends un exemple, c'est que, on a fait intervenir Arbre et Paysage
par rapport à l'arbre en agriculture, je peux vous dire que j'ai entendu des choses où il va falloir que les pédagogues on reprenne le travail. L'arbre, ça bouffe de l'eau, c'est la concurrence des cultures. Les branches, ça abîme les cabines des tracteurs. Enfin, il y a 30 ans à Périgueux, vous aviez des gamins qui étaient beaucoup plus ouverts par rapport à la diversification, par rapport à cette complexité. Donc là, maintenant, nous, tout notre travail, c'est de reprendre tout ça avec eux. Les lycées sont là pour former les futurs agriculteurs ou les futurs techniciens ou des personnes qui travailleront dans le milieu agricole. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tout agriculteur, qu'il ait 60 ans ou qu'il en ait 40 ou qu'il en ait 20, il se formera toute sa vie. Prends l'exemple de Jean-Luc qui est passé qui a basculé en culture bio en 2008, il n'a pas fait ça comme ça du jour au lendemain, sans suivre des formations et sans continuer même à se former aujourd'hui. Les agriculteurs s'adaptent, ont une capacité d'adaptation et ils le font parce qu'ils se forment continuellement aux nouvelles technologies et aux nouvelles exigences de la société. Et vous voulez savoir s'il y a une vraie politique, une vraie volonté sur notre territoire, sur la transition énergétique et en particulier sur tout ce qui concerne la méthanisation et le photovoltaïque. Entre le projet de centrale photovoltaïque avec uniquement des panneaux et des moutons dessous comme à Libye, on a évolué pour arriver à un projet agrivoltaïque, c'est-à-dire qu'il y aura une rangée de panneaux et 2 rangées de pommiers, puis une autre rangée de panneaux, et ainsi de suite. Avec, et je vais revenir à l'eau, pardon, mais avec obligation de récupérer l'eau qui tombera sur les panneaux photovoltaïques, de façon à pouvoir irriguer les pommiers qui, dans leur jeune âge, vont avoir besoin de beaucoup d'eau. Donc j'en profite pour remercier les Coteaux de Gascogne qui nous ont fait un boulot formidable, parce qu'on a dû travailler très en détail sur les quantités d'eau qu'il allait nous falloir stocker, puisque nous aurons une bassine d'eau pluviale sur la parcelle. Et alors, pour revenir à la question précisément, est-ce qu'il y a une vraie volonté? Oui, il y a une vraie volonté. Simplement, ça n'a rien à voir avec les projets qui pouvaient sortir de terre il y a quelques années. Aujourd'hui, on essaye de privilégier la vie dans le monde rural. Donc là, eh bien, il y aura un agriculteur et 2 salariés pour s'occuper des pommes. Il y aura une éplucherie avec des emplois d'insertion et un peu de stockage sur place pour... alors les pommes... il y en a qui partiront à croquer, d'autres en jus de pomme, d'autres en compote, et dans des circuits courts. Oui, il y a une vraie volonté de projet vertueux. Est-ce que vous avez fait des émules autour de d'autres communes? Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie aussi de se lancer dans ce Alors, je vais être très claire. J'ai essuyé les plâtres parce qu'une idée aussi nouvelle, ça a du mal à se mettre en place. Cela démarre maintenant parce que vous savez qu'il y a cette histoire de zone d'accélération. Vous en avez entendu parler? Oui, non? Bon, la transition énergétique, le gouvernement s'est aperçu qu'on n'allait pas assez vite, donc il fallait accélérer, et notamment dans certaines zones. Alors, j'ai de la chance, je suis maire dans un village des Coteaux, c'est-à-dire le nord-est du département, qui est une région, en plus la commune est en zone vulnérable, donc il faut vraiment se décarcasser pour arriver à un revenu correct. Et les instances départementales ont vu dans ces zones d'accélération des possibilités pour les communes des Coteaux. Et je suis sollicitée pour aller présenter ça aux maires des Coteaux qui le souhaitent pour leur expliquer un petit peu ce que l'on peut faire. En tout cas, alors là c'est un peu technique, mais sachez que Enedis et le SDE poussent de toute leur force. Donc ça veut dire que vous allez voir des projets d'énergie renouvelable. Ça ne veut pas dire
que de photovoltaïque. Je pense qu'ici, les éoliennes, c'est râpé. Mais il y a tout un tas de solutions et la DDT s'est complètement approprié notre projet et veut l'utiliser comme prototype pour permettre aux maires de communes comme la mienne, 150 habitants sur 900 hectares, d'augmenter son niveau de vie et que ça profite à tout le monde. Et comme me disait très justement un cadre de la DDT, cela permet une répartition des richesses plus équitable. Parce que vous avez un, entre guillemets, petit projet, mais qui va amener du mieux-être à tous vos habitants. Et peut-être que la commune d'à côté pourra faire un projet un peu différent, mais qui permettra ce genre de choses. Juste une petite question. Qu'est-ce que vous allez alimenter, vous, dans la commune, avec le photovoltaïque? On correspond à la consommation de 5000 personnes, consommation annuelle. On a 9 mégas. Bon, c'est un peu technique, ça, 9 mégas, mais 5000 personnes, oui. Vont en profiter de... Alors, pour le moment, on ne sait pas si ça sera consommé localement ou si ça partira en post-source pour être injecté sur le réseau. Ok. Voilà. On vient d'un monde et d'une société qui mettait les personnes en situation de handicap, on les cachait un peu. Hein, quand on voit ici dans les Hautes-Pyrénées, les CAT, ils sont tous paumés, planqués dans la campagne, à part Lourdes, hein, globalement, donc on les cachait. Et aujourd'hui, la volonté et l'idée profonde, c'est au contraire d'accompagner la société pour les accueillir avec leurs talents au cœur de la cité. Donc c'est un peu le travail qui est mené, la transformation des ESAT qui est menée aujourd'hui en France autour de ça, c'est d'amener petit à petit les projets des personnes à faire en sorte que malgré cette différence, elles puissent trouver tout à fait leur place dans la société. Et le plus dur, c'est pas d'accompagner et de former les personnes en situation de handicap. Le plus dur, c'est de former les hommes et les femmes de la cité à accepter et à accueillir ces personnes. Donc c'est un peu le même débat qu'avec l'Église. Moi, je me suis baladé pendant plusieurs années à la rencontre des différentes paroisses pour voir un petit peu comment on pouvait faire une pastorale autour du handicap dans nos paroisses. Et il y a des prêtres qui me disaient, moi, je ne veux pas avoir de personnes handicapées dans mon église, alors qu'il y en a d'autres, je vois Jean-Jacques devant moi, qui accueillait ces personnes au cœur de son église à Maubourguet, je me rappelle à l'époque. Donc c'est une question de posture, et c'est une question de savoir-être. Et donc la société, elle est interpellée autour de ça aujourd'hui, parce que cette société, elle a amené, entre guillemets, des dogmes autour de ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et elle a, entre guillemets, effacé de la mémoire commune ce qu'est la différence. Et aujourd'hui, l'enjeu de notre société, y compris dans la transition écologique, c'est d'abord de regarder ces personnes fragiles, de les écouter, de les comprendre et de les accompagner parce qu'ils ont plein de choses à nous apprendre et de leur permettre d'avoir leur place dans la société. Depuis plus de 2 siècles, l'enseignement social de l'Église rappelle sans arrêt que les plus faibles, les plus petits, les plus pauvres doivent avoir la première place et que c'est pour ça, et cet enseignement il n'est pas reçu, entendu, que l'Église martèle sans cesse que toute vie est digne, doit être protégée, sauvegardée de sa conception à son terme naturel. Alors elle s'y prend mal, ça je suis le premier à le dire et le penser, parce que chaque fois qu'elle prend la parole, elle est perçue comme donneuse de leçons, comme condamnant ceux qui ne pensent pas pareil, enfin, etc. Et c'est extrêmement dommage. Mais si on passe au-delà de cette première perception, le fond vraiment de l'enseignement et de la pratique, du coup, la mise en œuvre de cet enseignement, j'ai en tête ce que le pape a martelé à Lisbonne aux 1,5 million de jeunes du monde entier qui étaient là au mois d'août. Tous, 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 tous. Alors derrière ce tous, c'est tout le monde a sa place dans la société, dans l'Église. Et l'Église doit être celle qui martèle cela, qui le met en pratique, qui l'enseigne, qui en témoigne. Tout le monde. Et les journalistes qui ont entendu le propos ne s'y sont pas trompés, ils ont bien compris que le pape désignait beaucoup de personnes qui traditionnellement sont marginalisées dans la société, mais aussi dans l'Église, il faut l'avouer, par des communautés chrétiennes, par des prêtres, par des baptisés. Bon, voilà. Et le pape, son boulot, c'est de rappeler ce qu'enseigne l'Évangile, ce que la foi transforme dans le regard et dans les cœurs sur tous, voilà.
Tout à l'heure, la table ronde suivante s'intéressera à l'encyclique Laudato Si, qui est à la base un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui ici. La mise à jour récente que le pape vient d'en faire. Il y a aussi un autre texte qui est extrêmement important, c'est Fratelli Tutti, tous frères. Croyants, pas croyants, gens en bonne santé, gens pas en bonne santé, ici à Lourdes, voilà, hein, on n'a pas attendu François et Laudato Si pour prendre soin des plus petits, les mettre à la première place et tout et tout. Bon, mais après, il faut convertir nos cœurs à tous, en permanence, nos réflexes, et voilà. Mais bien sûr, rien n'est jamais parfait, ni dans les cœurs, ni dans les pratiques, mais en tout cas, dans la foi des chrétiens, les plus petits ont la première place, vraiment. Voilà, merci. Par nos échanges, on s'aperçoit que les changements naissent lorsque nous sommes à l'écoute des attentes et des besoins des personnes. Comment bien orienter ces personnes? Comment prendre en considération leurs besoins? C'est à chacun de s'y affréter. Voilà. Et puis alors on s'y met.